Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinar consacré à la thématique de la Smart Métrologie C'est quoi? Et qui sera animé comme les 3 derniers de la série par Jean-Michel Pou. Oui, bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, on tient à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, notamment pour ce webinar sur cette série-là qui a rencontré un vif succès et on vous en remercie tous. Vous pouvez retrouver tous ces webinars sur notre chaîne YouTube en replay et celui-ci aussi sera disponible d'ici la fin de semaine sur notre chaîne YouTube. Et pour vous, les participants, vous le recevrez également par mail, ainsi que le support. À chaque fois, on nous demande nos supports, donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez dans la journée l'email avec le lien de téléchargement de ce support. Donc, comme je le disais, c'est le 4e webinar consacré à cette série. Donc aujourd'hui, Jean-Michel va vous parler de l'atteinte de l'efficience et du rôle que peut jouer la smart métrologie dans l'amélioration de la productivité et comment atteindre aussi le juste nécessaire dans les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à interagir, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent, via le chat qui est disponible sur nos webinaires. On se fera un plaisir d'y répondre en direct ou à la fin, il y en aura toujours un petit temps de questions-réponses. J'interviendrai pour que Jean-Michel puisse répondre à vos questions. Donc, avant de laisser la main à Jean-Michel, voilà, juste un petit rappel, maintenant vous nous connaissez bien, mais en 2 mots, qui est Deltamu? Donc voilà, on existe depuis plus de 20 ans maintenant. C'est Jean-Michel qui est notre président fondateur, passionné comme vous le savez tous par la smart métrologie, et on est convaincu que le bien mesuré nous permettra de mieux produire. Et donc, on a à cœur d'animer cette communauté de métrologues et de smart métrologie pour faire de cette gestion optimisée des instruments de mesure un véritable atout concurrentiel, un facteur de compétitivité. Et justement, Jean-Michel va vous expliquer comment on peut y arriver. Pour ça, Deltamu, on a aussi une offre de service pour vous aider à atteindre cet objectif. Notre logiciel de métrologie Optimu. On est à vos dispositions si vous souhaitez des démonstrations personnalisées. Il y a aussi des vidéos toujours sur notre chaîne YouTube. On propose des formations aussi en métrologie. Vous aurez tous nos programmes accessibles sur notre site web. Vous pouvez même accéder à notre chaîne publique pour voir les programmes qui sont disponibles sur un nouveau format qui est le digital learning. Et aussi nos prestations. On fait beaucoup de prestations d'accompagnement personnalisées pour la gestion du parc, mais aussi pour l'évaluation des incertitudes, l'optimisation des périodicités, etc. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Michel et lui donner la main. Merci Marie pour l'introduction. Donc je vais effectivement partager mon écran. Est-ce que tu me confirmes que vous voyez bien l'écran? Alors oui, très bien, on voit l'écran, c'est parfait. Donc, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à suivre nos webinaires. Comme vous le savez, on défend une vision de la méthodologie qui est un petit peu, enfin en tout cas en phase avec les nouvelles exigences liées à la révolution industrielle et l'industrie 4.0. Ces questions-là de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, je ne suis pas convaincu que tout le monde ait bien encore compris les enjeux sur lesquels ces modifications vont porter. Alors là, je suis embêté parce que moi, sur les enjeux sur lesquels, enfin, qu'est-ce que ça va changer dans l'avenir proche et moyennement proche. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est effectivement de vous montrer une modification profonde, plus qu'au potentiel. À mon sens, elle est inévitable, inexorable, mais elle est plus qu'intéressante pour la fonction métrologie dans l'entreprise, car beaucoup de choses changent avec cette nouvelle capacité à traiter des données. Donc, pour l'instant, on fait un tout petit rappel des 3 premiers webinaires. Ça va me permettre de préciser des choses qui ont été dites, parce qu'il y a eu de nombreux échanges depuis le début de l'année
sur les réseaux sociaux ou par mail avec certains d'entre vous des points de précision et autres. Donc, c'est important de faire un petit rappel de ces 3 premières étapes avant de commencer cette 4e étape. À noter que le support de cette fois-ci va être très, très important. Vous verrez qu'il y a beaucoup de liens dedans et donc vous aurez beaucoup de lectures pour ceux qui veulent approfondir le sujet puisque, évidemment, en 1 heure, on ne peut pas balayer toutes les questions qui se posent. Là, l'idée, c'est plutôt de montrer un chemin et de montrer des perspectives, le support ayant des liens qui vont vous permettre d'aller chercher de l'information et puis les échanges par mail et sur les réseaux sont toujours possibles et on répond à toutes les sollicitations. J'ai voulu commencer ce webinaire pour rappeler la première, ce que j'avais évoqué dans le dièse 1, donc le premier webinaire de cette série, c'est rappeler quelle était l'exigence de l'ISO 9000 au tout début de son histoire, donc dans les années 85 pour sa première version, puis 94. Vous l'avez sous les yeux, les instruments de mesure de contrôle de mesure et d'essai doivent être utilisés de façon à assurer que la certitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. J'avais dit au premier webinaire que je ne changerai pas un mot à cette exigence-là qui me semble être toujours d'actualité. J'aurais juste rajouté un « en permanence ». La certitude est connue et compatible en permanence avec l'aptitude requise en matière de mesurage. Ce qui était vrai au XXe siècle avec l'ISO 9001 dans cette exigence reste tout à fait vrai avec ce qui est en train de se passer avec les histoires de big data et d'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on garde cette définition en tête. Elle était bien plus claire, me semble-t-il, que les modifications qui ont été apportées au fur et à mesure des versions de l'ISO, qui n'ont pas, à mon sens, amélioré le fondement même de ce qu'est la fonction métrologie dans l'entreprise. Donc, dans le dièse 1, je vous avais expliqué pourquoi on s'est tous trompés. Alors, pourquoi on s'est tous trompés? Parce que, me semble-t-il, quand on a dû démarrer la mise en place d'une fonction métrologie dans les entreprises industrielles, on avait un vrai modèle qui avait vraiment marché, qui est celui de la métrologie légale, et on peut remercier la métrologie légale pour le confort de vie qu'elle nous accorde, puisqu'on n'a pas à douter des mesures dans le cadre des échanges commerciaux, et ça c'est très bien. Seulement, le problème, c'est qu'on a un peu trop copié ce modèle-là pour le monde industriel, c'est ce que j'explique dans le dièse 1. Ce modèle-là repose sur 3 piliers, l'approbation de modèle, donc on regarde la technologie des instruments pour faire simple, la vérification primitive, donc on organise la vérification des instruments de mesure avant qu'ils soient mis en service chez les commerçants, et la vérification périodique, parce qu'on le sait bien, un instrument de mesure, ça évolue dans le temps, et donc périodiquement, il faut aller regarder s'il ne raconte pas trop de bêtises. Donc ces 3 piliers marchent très très bien pour la métrologie légale, et elles se traduisent par cette petite étiquette verte qu'on retrouve aisément sur nos instruments de mesure industriels, alors que les enjeux ne sont pas les mêmes. J'ai rappelé et j'insiste, cette étiquette verte, elle est une date de validité juridique. Un commerçant est obligé de vérifier ses instruments de mesure avant la date, et s'il ne le fait pas, c'est un délit et il relève d'une amende. Alors que nous, la date qu'on met sur un instrument de mesure laisserait penser aux utilisateurs que les mesures sont toujours correctes jusqu'à cette date-là, un peu comme une date sur un pot de yaourt. Or, ce n'est pas du tout ce que disent les dates qui sont sur nos instruments de mesure, puisque aucune méthode d'optimisation de périodicité va permettre de déterminer la date d'un accident. Ça, c'est absolument impossible. Comme nous, on doit garantir la fonctionnalité, hein, j'ai pris cette image-là pour bien frapper les esprits, un industriel, il ne doit pas garantir que la quantité de tomates qu'il y a dans le paquet est loyale, hein, c'est-à-dire il y a à peu près la quantité annoncée, donc le consommateur en aura pour son argent. Un industriel, il doit garantir que l'avion va atterrir, voilà, et non pas finir dans un crash. Nos objectifs étant différents, on comprend aisément que les outils ou les approches, les pratiques qu'on va mettre en œuvre ne peuvent pas être les mêmes puisqu'on ne vise pas les mêmes objectifs. Donc, dans le dièse 1, je répète bien tout ça, j'essaye de rappeler quels sont les enjeux de la métrologie industrielle et pourquoi on s'est trompé en appliquant des règles de la métrologie légale. Je le redis, la métrologie légale, elle marche très très bien dans son contexte. La preuve, c'est que personne ne conteste les résultats de mesure. Or, les outils qu'elle utilise ne sont pas adaptés au monde industriel. Regardez le dièse 1 pour en savoir un peu plus. Le dièse 2, certains savent que c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. J'ai un peu créé Deltamu pour ça. Après 10 ans dans un laboratoire d'étalonnage où en fait je voyais bien que les instruments évoluaient pas, que 99% ou 95% des instruments qu'on voyait étaient toujours conformes. L'idée, c'est de se dire, on peut quand même pas continuer à faire des périodicités calendaires comme ça et arbitraires. Alors, je précise mes propos. Je n'ai pas dit que les étalonnages ne servaient à rien. Je dis que les étalonnages calendaires périodiques
arbitraires ne servent à rien. Ce n'est pas un étalonnage arbitraire tous les ans, tous les 18 mois, tous les 24 mois qui va permettre de détecter si un instrument a un problème ou pas. Il faut absolument mettre en œuvre des stratégies de surveillance de manière à pouvoir déterminer ce qui se passe dans le temps et s'assurer qu'en permanence, j'ai repris quelques slides du DS2, en permanence, les moyens de mesure sont toujours en adéquation avec l'aptitude requise. Or, un instrument de mesure, on peut parfois modéliser sa dérive. J'ai encore reçu un mail ce matin pour quelqu'un qui me demande de l'aider sur la modélisation du comportement d'un méga-ohmmètre. Donc, quand la dérive est de type monotone, on peut sûrement trouver des solutions. Mais quand on a un accident qui peut se produire à tout moment, aucune méthode ne va pouvoir parer à l'accident. Donc, pour éviter d'avoir à subir les conséquences d'un accident qui surviendrait sur un instrument de mesure et qui viendrait détériorer la qualité des mesures qu'il produit, et comme il faut la garantir en permanence, et encore plus aujourd'hui, à l'époque de l'intelligence artificielle, on n'a pas d'autre solution, me semble-t-il, qu'avoir des opérations de surveillance et rentrer dans une approche dite d'étalonnage conditionnel, de périodicité conditionnelle. Autrement dit, j'étalonne mon instrument de mesure quand j'ai un doute. Et évidemment, le premier des doutes, c'est quand je l'achète. Voilà, puisqu'un instrument de mesure, c'est une entité industrielle comme une autre. Il y a il y a beaucoup d'appareils qui sont très conformes. Et puis, il y en a forcément dans la production qui sont un peu en limite de conformité. Et quand j'achète un nouvel instrument, eh bien, évidemment qu'il faut que je l'étalonne avant même de le payer de préférence pour être sûr de ne pas me faire avoir et d'être sûr que mon matériel sera de bonne facture. Mais ensuite, je ne l'étalonne que si j'ai un doute et je dois me donner les moyens de douter. Je redis, ce n'est pas parce que vous avez mis un an sur une étiquette que ça garantit que pendant un an l'instrument sera conforme. C'est absolument impossible de prévoir les accidents comme on le voit sur ce slide-là. J'en profite pour rappeler, je ne sais plus si je l'avais mis dans le PowerPoint du DS2, que le COFRAC lui-même, alors que c'est une entité qui est souvent réputée pour être un peu stricte sur les raccordements, et bien dans son document GNGTA 01, écrit lui-même dans le chapitre 8.1, comme vous le voyez à l'écran, qu'on peut mettre en œuvre les techniques de la FDX 07014 et notamment la méthode Opérette. On pourrait discuter si Opérette est toujours la méthode appropriée, mais en attendant, on voit que les esprits s'ouvrent et à partir du moment où même les laboratoires accrédités sont invités à réfléchir sur leur périodicité, j'imagine que les industriels doivent se sentir soulagés et que cette pensée-là leur est aussi permise. On peut imaginer qu'un auditeur 9001 n'ait pas la compétence technique en métrologie d'un auditeur ISO 17025. Donc, si les 17025 sont d'accord, pourquoi les 9001 ne seraient pas? Je vous pose la question, je vous laisse y répondre. En tout cas, on vous aiderait, si vous avez besoin, à justifier vos choix pour mettre en œuvre une gestion des périodicités optimisée. Ça, c'était dans le DS3, je vous ai parlé d'incertitude de mesure qui est souvent vécue comme une contrainte. Et pour ceux qui n'ont pas vu le DS3, je vous invite vraiment à regarder le replay parce que j'ai essayé de vous expliquer, alors non pas l'incertitude de mesure elle-même, comme on le voit ici sur le processus de mesure, avec toutes ces causes de variabilité, avec le fait que notre valeur mesurée ici, c'est évidemment la valeur vraie, mais plus tout un tas de petites bizarreries qui proviennent de tous ces facteurs qui contribuent à la mesure et qui amènent des erreurs, donc du flou sur le résultat de mesure. Donc cette incertitude de mesure, depuis maintenant au moins le GUM, on a l'habitude de l'évaluer avec des méthodes probabilistes, on fait des sommes de variance, on fait tout un tas de choses, tout un tas d'analyses, des évaluations de type A, des évaluations de type B. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ces incertitudes de mesure? La vraie question, c'est ça. C'est bien de savoir qu'il y a une incertitude de mesure, mais on en fait quoi? Et vous verrez, vous voyez bien dans le quotidien des industriels qu'on la calcule, mais on la met un peu sous le tapis. Des fois, on fait des études de capacité, mais quand on ne trouve pas les bons résultats, ça pose problème, on les oublie un peu. Enfin, vous savez mieux que moi que cette incertitude de mesure, c'est plus un poids, c'est plus quelque chose qui nous embête et qu'on a du mal à exploiter. Nous, on vous propose, et c'est essentiel on vous propose, et c'est essentiel dans une stratégie, dans les nouvelles stratégies d'utilisation des données qu'on va voir dès la fin de cette présentation, on se rappelle des 3 webinaires, on va pouvoir utiliser l'incertitude de mesure pour raffiner la valeur mesurée. Autrement dit, tous les métrologues savent que la valeur mesurée, ce n'est pas la valeur vraie. Donc, quand je mesure 10,12, en fait, j'ai plein de combinaisons qui permettent qui sont à l'origine, de cette valeur mesurée qui est égale à 10,12. Ces combinaisons, c'est la somme, en fait, de la valeur réelle que j'aimerais obtenir et de l'erreur de mesure qui se produit inexorablement au moment où je vais mesurer cette valeur réelle. Et quand je mesure 10,12, je ne peux pas savoir quelle est la combinaison qui a conduit à ce 10,12. En revanche, en faisant un peu de statistiques, puisque les statistiques sont au cœur du métier de métrologue, on peut calculer
les probabilités de chaque combinaison. Revoyez le dièse 3, je vais plus dans les détails dans le dièse 3. Donc, on peut calculer la probabilité de chacune des combinaisons qui conduit à un résultat de mesure, à une valeur mesurée de 10,12, et donc d'identifier quelle est la combinaison la plus probable. Ça va nous permettre de dire que quand je mesure 10,12, sachant tout ce que je sais, et notamment mon incertitude de mesure, je peux en déduire que la valeur vraie la plus probable qui se cache derrière ça, c'est 10,01 et non pas 10,12. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une invention delta mu. Ça, c'est ce qui est mis en creux, en fait, dans un document qui s'appelle le JCGM 106, qui est devenu une norme internationale sous la référence ISO-IEC Guide 88-4, traduite en français par la norme NF ISO-IEC Guide 88-4, et c'est elle qui met en avant cette utilisation de ce qu'on appelle en statistique la loi a posteriori. Autrement dit, je mesure 10,12, mais sachant tout ce que je sais, alors je peux en déduire que la réalité est sûrement plus proche de 10,01. Et ce 10,01, c'est ce que tout le monde attend. Quand on mesure une entité, ce n'est pas pour avoir une valeur mesurée, c'est pour avoir une valeur vraie. Et donc, si je suis capable maintenant, grâce aux outils statistiques et grâce à la connaissance des incertitudes de mesure, de raffiner mon résultat de mesure avec une technologie qu'on appelle, nous, le BMR, donc Bayesian Measurement Refinement, alors je vais pouvoir délivrer des données qui sont plus fiables que les données d'aujourd'hui et qui vont permettre de mettre en œuvre ou de faire en sorte que les algorithmes de l'IA donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je sais qu'on ne fait pas ça. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'industrie. J'ai beaucoup de contacts industriels dans tous les domaines. Je sais très bien qu'on n'en est encore pas là. Je sais très bien qu'on considère encore que cette valeur mesurée, c'est ce qu'on cherche. Je sais aussi très bien qu'on met un peu des problèmes sous le tapis pour ne pas les regarder en face. Et je dois bien constater que tout ça, ça marche. Donc la vraie question qu'il faut qu'on se pose suite à ces 3 webinaires, si on ne fait pas tout ça dans le monde industriel de tous les jours, on a contourné ce problème-là. Et on l'a contourné comment? Vous le savez tous, la norme ISO 14253-1 me permet de le montrer assez souvent. Cette norme, elle dit quoi? C'est une norme qui était avant le guide 88-4 et qui nous expliquait comment on devait considérer les incertitudes de mesure dans la déclaration de conformité. Alors cette norme, elle est enfantine. Elle dit, quand j'ai une spécification, pour ne pas être embêté à cause des incertitudes de mesure, j'ai qu'à la soustraire des bornes de la spécification pour définir ce qu'on appelle une zone de conformité. Dans cette zone de conformité, quand j'ai une valeur mesurée dans cette zone de conformité, alors je peux dire conforme à la spécification, pas à la zone de conformité, à la spécification. Quand j'ai une valeur qui est dans la zone de doute, c'est-à-dire dans un intervalle de plus ou moins la largeur de l'incertitude de mesure autour des limites de spécification, alors là, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Et ensuite, j'ai la zone de non-conformité, c'est-à-dire si je mesure au-delà de tout ça, je sais dire que mon entité est non conforme. Moi, je suis un peu comme Monsieur Jourdain. Je pense qu'on fait déjà de l'ISO 14253-1 sans le savoir, sauf que si on le fait sans le savoir, c'est que ce qu'on considère aujourd'hui être notre spécification, c'est-à-dire la zone dans laquelle, quand je mesure, je dis que c'est conforme, c'est-à-dire en général la tolérance du plan, et cette tolérance du plan, elle a les propriétés de la zone de conformité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la spécification, elle est une spécification qui a été réduite de façon empirique très souvent, hein, rarement par du calcul d'incertitude, dans une stratégie du qui peut plus, peut le moins, dire j'ai besoin de plus ou moins 0,1, mais je vais demander plus ou moins 0,05 pour être sûr. Donc en fait, on a réduit l'intervalle de spécification à une tolérance qui est exprimée, à une exigence qui est exprimée, et du coup, chacun constate à l'écran que cette exigence, qui est exprimée, cette exigence qui est demandée, n'est pas le reflet de la fonctionnalité attendue. On a pris des sécurités, le fameux ceinture, bretelles et parachute, pour faire en sorte que quand on mesure dans la zone de conformité, on est sûr, on est tranquille, puisque même si on ne tient pas compte des incertitudes de mesure, on l'a fait de façon implicite et on va respecter la spécification. C'est très probablement ce que vous avez sous les yeux qui explique qu'on n'est pas obligé aujourd'hui encore de tenir compte des incertitudes de mesure quand on compare des valeurs mesurées à des spécifications du plan, à des spécifications empiriques délivrées et construites depuis longtemps, de la façon dont elles sont construites. Alors, la façon dont elles sont construites, c'est simple. On peut regarder l'exemple pédagogique du stylo et du bouchon. On va donner une tolérance pour le bouchon, et donc on veut que les bouchons des stylos soient dans cette tolérance pour être sûr qu'ils montent. Et là, on voit bien que tous les bouchons ici sont plus grands que tous les stylos. Et le producteur, lui, va se saisir de cette exigence pour fabriquer ses bouchons. Et puis, le producteur du stylo, lui, il va aussi fabriquer ses stylos. Et évidemment, quand on est dans ce cas-là,
C'est-à-dire que si tous les stylos que je fabrique sont effectivement plus petits que tous les bouchons que je fabrique, alors tous les bouchons iront bien avec tous les stylos et il n'y aura pas de problème de montabilité. On appelle ça le pire des cas, parce que ça, c'est vraiment le pire des cas. Le cas où tous les bouchons doivent se monter avec tous les stylos. Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est que dans la fabrication des bouchons, on sait qu'on a des dispersions. Dans la fabrication des stylos, on sait qu'on a des dispersions. Et en fait, la vraie question, c'est comment cohabitent ces deux dispersions, telles que quand je vais prendre un bouchon dans les bouchons et un stylo dans les stylos, les deux aillent ensemble. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même problème. Ici, on va avoir un problème de détermination de la probabilité que l'ensemble stylo-bouchon ne fonctionne pas. Et cette probabilité, bien évidemment, ce risque que ça ne fonctionne pas, on va pouvoir l'accepter de façon très différente, sachant qu'on est dans un avion et qu'on veut atterrir, ou sachant, dans cet exemple-là, qu'on fabrique des bouchons de stylo. Là, le risque, les conséquences d'un bouchon qui ne rentrerait pas sur un stylo ne sont pas les mêmes que les conséquences d'une pièce vitale d'un moteur d'avion qui casse. Et donc, cette question du risque et de l'acceptation de ce risque, c'est ce qui va nous permettre, et j'y viens bien sûr tout au long de ce webinaire, à déterminer le juste nécessaire. Le risque zéro n'existant pas, on doit s'intéresser à quel risque je peux accepter pour optimiser mes exigences de manière à tendre vers le juste nécessaire. Et là, on a des enjeux très, très importants, à la fois en termes de compétitivité, c'est-à-dire de prix de revient, parce que plus j'élargis les tolérances de fabrication, et évidemment moins le produit est coûteux, ou en tout cas de nombreux cas, plus j'élargis l'exigence et moins je suis coûteux en termes de prix de revient, donc de prix de vente sur le marché, mais plus j'élargis les tolérances et moins je consomme de ressources inutilement pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et ici, c'est d'avoir un stylo qui va avec un bouchon. Voilà. Et ce n'est pas tous les stylos qui vont avec tous les bouchons. Donc, il faut développer cette approche statistique et on va voir que les algorithmes de l'intelligence artificielle reposent là-dessus. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots pourquoi. Donc, c'est par exemple sur un slide comme ça où vous aurez beaucoup de liens à aller revoir ou voir, si vous ne les avez pas encore découverts, sur l'avis d'industriel, surtout sur les deux premières, enfin quoique non, sur les 4 liens que je vous donne ici. On a des avis d'industriels, donc Hélène Barbarin, qui n'est plus dans ces fonctions-là maintenant, qui est remplacée par Philippe Goudbessy, que je connais bien et que j'ai eu au téléphone hier pour lui demander son accord d'être cité là. Donc elle nous explique bien le comment, chez Michelin, on s'en est sorti avec des exigences surdimensionnées, à la fois pour les tolérances produits, mais aussi les exigences en matière de erreur maximale tolérée pour les instruments de mesure. Vous verrez que suite à la sortie du livre, on avait organisé une conférence et certains ont témoigné, donc vous avez les témoignages sur notre chaîne YouTube pour nous dire ce qu'ils pensaient de notre approche de la métrologie et de cette nécessité d'élargir les tolérances pour gagner en compétitivité. Et ça redorerait le blason, ça redonnerait du sens à la fonction du métrologue, parce que là, on serait obligé, nous métrologues, de mettre à disposition des moyens qui ont l'aptitude requise, comme l'exigeait très bien l'ISO 9000 au départ. Donc, vous pourrez voir certains témoignages sur ce lien-là. On a aussi écrit avec un ami de chez Forestia un livre blanc sur le tolérancement qui explique bien les enjeux du tolérancement et qui explique surtout, donc ce livre blanc, il a été publié par le site manufacturing.fr et il explique bien le fait que ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité de l'entité finale et pas forcément chacun de ses composants. Et quand on regarde les choses sous un angle statistique, comme je viens de proposer de le faire pour le bouchon et le stylo, on se rend compte qu'on peut très facilement élargir la tolérance des constituants pour avoir une entité finale qui fonctionne. Et donc, les enjeux sont de taille, je le redis, ils sont à la fois de taille en matière de performance économique, mais également en termes de performance écologique, parce que si on élargit les tolérances, on consomme moins de matière, on consomme moins d'énergie, on consomme moins de ressources, et donc on s'inscrit dans ce qui est devenu nécessaire, à savoir la sobriété. Et pour avoir plus de détails sur le comment on voit le rôle de la métrologie dans cette industrie du futur et dans cette obtention du juste nécessaire, vous avez aussi un livre blanc en téléchargement gratuit qui avait été soutenu à l'époque par l'Alliance Industrie du Futur, par Stellantis, si ma mémoire est bonne, et par Michelin. Enfin, vous verrez, il y a des témoignages à la fin du livre blanc et qui expliquent ce que je viens d'essayer de vous dire là, à savoir que si on s'en sort jusqu'à aujourd'hui sans tenir compte des incertitudes de mesure, en collant des étiquettes vertes tous les ans qui ne garantissent pas la fiabilité des mesures au quotidien, c'est simplement parce qu'on a surexigé et que ces surexigences sont coûteuses et sont devenues inadmissibles.
Donc, pour résumer notre héritage, il faut se rappeler qu'on vient quand même, le début de l'industrie, c'était la pleine époque des Trente Glorieuses. On était très très loin de se soucier de l'impact écologique. On pensait que les ressources étaient infinies. Donc, on était plutôt dans une approche comme les Trente Glorieuses portent bien leur nom, hein, dans qui peut le plus, peut le moins, on ne va pas s'embêter avec ça. Si je donne plus ou moins 0,1, je demande plus ou moins un dixième, et puis ça ira très bien comme ça. Sauf que ça n'est plus possible. Le règne de ce qu'on appelle les chaînes de cotes, hein, on ne va pas rentrer dans le détail des chaînes de cotes, mais on en reparle dans le livre blanc Smart Tolerancing, c'est de faire en sorte que quand 4 boîtes doivent rentrer dans une boîte, alors on divise la tolérance de la grande boîte par 4 et on prend en plus une marge de sécurité sur les petites boîtes. C'est complètement délétère, ça s'appelle le worst case et c'est pas du tout efficient puisque on peut tout à fait imaginer que quand on veut mettre des boîtes dans une boîte, eh ben, il y a des boîtes qui sont grandes, il y a des boîtes qui sont petites et il faut regarder la conjugaison, la coopération de ces 4 boîtes qui font que ça va rentrer ou pas rentrer dans la grande boîte, autrement dit, développer une réflexion probabiliste plutôt que déterministe, et on va gagner beaucoup de sobriété et beaucoup de compétitivité grâce à ça. Alors, le règne du qui peut plus, peut moins, j'en ai parlé, et ce qui m'intéresse le plus sur ce slide, c'est le domaine de l'échantillonnage et des plans d'expérience. Quand on veut essayer de comprendre comment un procédé de production ou comment une entité va réagir dans son environnement, hein, le procédé de production, c'est le bon exemple. Je veux fabriquer des bouchons de stylo. Il y a des facteurs d'influence dans la fabrication de mes bouchons de stylo sur une presse à injecter. Les plans d'expérience vont viser à essayer de décrire, de calculer, de modéliser le comportement de mon procédé à partir des facteurs que je juge les facteurs influents et qui impactent le bon fonctionnement de mon procédé. Voilà. Donc, quand on fait du plan d'expérience, on fait quoi? Eh ben, les experts disent tel procédé va être victime de tel ou tel facteur important, et en fonction du nombre de facteurs, c'est souvent très limité, hein, c'est 2, 3 ou 4, on ne peut pas faire des plans d'expérience avec 100 facteurs, et ben, du coup, on va faire des plans d'expérience pour voir quel est le comportement de notre procédé de manière à caler les exigences sur les facteurs d'influence. Chacun comprendra que ces facteurs d'influence qui relèvent de l'empirisme, qui relèvent de l'expertise des professionnels, évidemment que les professionnels les détectent, évidemment qu'on sait et on connaît les principaux facteurs d'influence dans les procédés, donc les experts ont tout à fait raison de dire mon procédé est sensible à tel et tel facteur. Alors on pourrait rajouter il est surtout sensible à tel ou tel facteur parce que, à n'en pas douter, certains autres facteurs agissent aussi. Et parfois, certains autres facteurs peuvent aussi avoir des conséquences délétères sur le procédé, notamment, non pas parce qu'ils agissent tout seuls, mais souvent parce qu'ils interagissent. Dans le langage des métrologues, il y a le mot covariance, alors je sais qu'il rebute certains, qui fait peur à certains, mais la réalité, c'est que sans les covariances, on ne comprendrait pas le monde. D'ailleurs, il y a récemment des enseignants qui m'ont demandé de leur donner des exemples de covariance. Je ne sais plus si je les avais cités dans les webinaires là, précédents, mais je vais vous le redire pour comprendre ce que c'est, qu'on voit bien de quoi on parle quand on parle de covariance. Quand la question m'a été posée, on était encore en hiver. Et en hiver, vous avez tous remarqué comme moi que quand il fait très beau, en général, il fait très froid. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a plus de couverture nuageuse pour nous protéger. Et donc, du coup, OK, on a du soleil, mais on a du froid. Et donc là, quand on n'a plus de couverture nuageuse, c'est qu'on est dans une situation anticyclonique, donc que les pressions sont élevées. Donc là, vous comprenez qu'en hiver, quand la pression est élevée, la température est plutôt basse. Voilà. Et si la pression augmente, alors la température peut augmenter. Alors la règle, elle n'est pas déterministe. Il n'y a pas une fonction mathématique qui régit ces deux trucs-là, parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent, les mouvements des masses d'air, l'air chaud qui remonte, l'air froid qui descend, enfin, il y a plein de facteurs. Mais en tout cas, on peut détecter qu'en hiver, quand il fait froid, eh ben, il fait plutôt beau, et quand il fait moins beau, eh ben, il fait plutôt moins froid. Ben, voilà une covariance. C'est une covariance en hiver entre la pression atmosphérique et la température qui fait. Cette pression, c'est celle qui règne dans nos usines, et la température, c'est celle qui règne à l'extérieur de nos usines. Donc, elle impacte aussi la température qui fait à l'intérieur de nos usines. Voilà un exemple de covariance. Notez, pour rigoler, qu'en été, ce signe de la covariance s'inverse. Parce qu'en été, quand on est en conditions anticycloniques, on a effectivement un grand beau temps, mais là, comme il fait très chaud, et ben, du coup, la température augmente. Et c'est quand on est
en phase de dépression où on a une couverture nuageuse qui nous protège, qui fait moins chaud. Voilà, donc là, on a une covariance aussi, mais elle va dans l'autre sens. Vous voyez, ici, c'est un exemple intéressant parce que la covariance, elle change de sens en fonction des saisons. Voilà. Donc, cette covariance, en fait, elle exprime une relation qu'il existe entre des facteurs. Et donc, certains facteurs, même minimes, peuvent, quand ils rentrent en conjonction ensemble, eh ben, influencer le process tel qu'il apporte des imperfections, il apporte des comportements qu'on a du mal à comprendre parce qu'on n'a pas détecté que des causes infimes pouvaient, quand elles se coalisaient contre nous, en fait, on peut le dire comme ça, pouvaient venir apporter du défaut dans nos procédés de production. Tous les industriels, vous en êtes, donc vous êtes sûrement au courant de ça, ont tous des cailloux dans la chaussure. On a tous des problèmes dans les procédés. Alors évidemment, ils sont peu nombreux et heureusement, si on avait une entreprise qui aurait 100% de problèmes, n'existerait plus. Mais une entreprise qui a 0% de problème n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des phénomènes qui se produisent et qui font que ça vient nous entacher la qualité de production, ça vient perturber les procédés de production. Et ces plans d'expérience, qui relèvent donc du XXe siècle, en fait, hein, de l'inférence statistique, eh ben, ces plans d'expérience eh ben, permettent pas toujours de mettre en évidence les causes minimes que les experts n'ont pas forcément identifiées. Ça, c'est la première remarque. Et puis, dans ce monde-là, du XXe siècle, on était aussi dans le domaine de l'échantillonnage. C'est-à-dire que les mesures coûtent tellement cher, bien souvent tellement cher, qu'on ne va pas mesurer 100% d'une production. Celui qui fabrique des écrous et des boulons, il fabrique pas 100%, enfin, il ne mesure pas 100% des écrous et des boulons pour savoir si ça va être conforme ou pas. Il fait de l'échantillonnage. Pourquoi? Parce que ça prend du temps de faire des mesures, parce qu'on n'a pas le temps de faire de la mesure sur 100% des pièces, c'est impossible, ça coûterait beaucoup trop cher. Or, maintenant, avec le big data, et vous l'avez juste développé, on a de plus en plus de moyens de mesure, on a de plus en plus de capteurs faciles à installer, on parle d'IoT. Avant, mettre un point de température sur une ligne de production, ça coûtait très cher, il fallait tirer du câble. Aujourd'hui, on installe un capteur, on appuie sur un bouton, on le synchronise avec une box Edge et il va dialoguer tout de suite. Donc, on a cette capacité à instrumenter de façon bien plus facile et bien moins coûteuse les lignes de production, et on a la capacité de faire des mesures bien plus rapides sur des entités produites. On arrive même aujourd'hui, dans certains cas, à mesurer 100% d'une production simplement en ligne parce qu'on a des machines qui savent faire ça. Donc, à l'époque de l'échantillonnage, on était soumis à des problèmes qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément parce qu'on dispose de beaucoup de données. Et c'est là qu'on peut parler de big data, dans la mesure où on est sorti du monde des échantillons, où on ne voyait la réalité qu'à travers quelques échantillons pris au hasard dans la production. Aujourd'hui, on rentre dans un monde où on peut voir toute la production et on peut même la suivre dans son utilisation chez les consommateurs. Vous savez que nos machines sont bardées de capteurs et de plus en plus, nos téléphones, j'en parle même pas, donc de plus en plus, les gens qui nous vendent des produits savent comment se comporte ce produit quand on l'utilise. Et ça donne beaucoup d'informations sur l'obtention du juste nécessaire dont je parlais tout à l'heure. Donc ce règne du XXe siècle, qui est décrit ici sur ce slide, c'est ce que les anglo-saxons appellent, à raison me semble-t-il, opinion driven. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde où on était beaucoup géré, managé par des opinions et des opinions qui relèvent souvent d'une connaissance empirique. Alors évidemment, ça marche, hein, je l'ai expliqué auparavant. Le problème, c'est pas que ça marche, c'est que ça surmarche ce monde des opinions et des fois, ça passe à côté de problèmes parce qu'on peut tout à fait se tromper. On peut passer à côté d'un truc, ne pas avoir considéré que tel facteur pouvait avoir une influence. Il y a beaucoup de témoignages dans les gens qui font de l'IA, donc de l'intelligence artificielle pour les procédés, où on découvre qu'un phénomène qu'on pensait complètement dérisoire, enfin complètement négligeable, était finalement un phénomène important qui pouvait expliquer les cailloux dans la chaussure. Donc ce monde des opinions, il a vécu, il nous a permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui. La révolution 4.0, c'est quoi? C'est la révolution du big data et elle tombe à pic, j'allais dire, puisque on a tous maintenant conscience, à force, depuis des années on nous en parle, que ce monde du trop n'est plus compatible avec la prise de conscience actuelle de notre impact sur notre écosystème en général. Notre écosystème n'a pas des ressources infinies. Ça, on le sait qu'elle depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on nous parle de la crise pétrolière. Mais il y a d'autres ressources qui sont très importantes et dont on sait qu'elles ne sont pas infinies. Les ressources primaires, c'est des ressources qu'on ne peut pas renouveler facilement.
Donc, il faut faire attention à ça. Et dans les ressources primaires, on a les matières, évidemment, les matières premières, mais on a aussi l'énergie, dont on comprend bien aujourd'hui et qu'on a bien compris que cette énergie avait un impact délétère sur notre écosystème via les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas pour les énergies qu'on utilise le plus, et que du coup, toute diminution de la consommation énergétique est en faveur de notre écosystème. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus, je ne sais pas si vous avez fait attention, au terme sobriété. On va vers une société qui va devoir être plus sobre dans la mesure où on ne peut plus dépenser inutilement et des ressources, enfin les ressources, puisque non seulement elles ne sont pas infinies, mais en plus, elles peuvent avoir des conséquences sur notre écosystème qui sont délétères. Donc ce terme de sobriété, moi, je l'associe très facilement à la notion d'efficience dont je parle depuis longtemps. L'efficience, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant l'efficacité au juste coût, et le au juste coût avec un pluriel, pour bien noter que ce qui nous préoccupe, nous, industriels, c'est pas que le prix de revient. Alors, le prix de revient, il est important parce que c'est lui qui fait notre position sur le marché. Donc, on doit avoir un prix de revient qui soit compétitif, mais dans le pluriel du au juste coût, il y a aussi tous les impacts à la fois socio-économiques, mais à la fois écologiques dans tout ce qu'on apporte de négatif sur l'écosystème. Il faut évidemment réduire ces impacts négatifs tout en permettant aux utilisateurs d'avoir les entités, enfin les produits dont ils ont besoin dans leur quotidien. Et ces deux notions-là, évidemment, je les associe directement à la notion du juste nécessaire. Le qui peut le plus, peut le moins des 30 glorieuses n'a plus sa place au XXIe siècle. Et le métrologue, vous allez le voir, a tout son rôle à jouer pour justement atteindre cette notion de juste nécessaire, donc cette sobriété devenue indispensable. Alors, je l'ai évoqué un peu avant d'arriver là. Là, un petit synoptique pour expliquer quand même toute la complexité du monde industriel. Le monde industriel, il est soumis, nous semble-t-il, à deux grandes difficultés. La première, c'est dimensionner les exigences pour obtenir les entités dont il a besoin. Un bouchon de stylo, on sait que ça sert à boucher un stylo. Quelle est l'exigence de fonctionnalité pour le couple bouchon-stylo? Je rappelle que le bouchon tout seul, il ne sert à rien, il va avec un stylo. Donc, du coup, c'est bien la fonctionnalité du bouchon et du stylo qu'il faut envisager ensemble. Je prends un exemple simple avec deux entités, mais regardez à l'intérieur d'une voiture pour voir combien il y a de choses qui s'assemblent et qui s'imbriquent, et vous allez voir que la complexité devient vite immense. Donc, on a cette difficulté de dimensionnement. Et je peux tout à fait comprendre qu'à une époque, on ait fait des calculs approximatifs et qu'on ait dit, bon, allez, on a besoin de plus ou moins 0,1, on va demander 0,05, comme ça, on sera tranquille. Je comprends absolument ça, je ne critique pas, je constate juste que quand on fait ça, on consomme, on surconsomme, on surpollue, et du coup, on n'est pas du tout sobre. Donc, on a cette question du dimensionnement. Quel est le juste nécessaire en matière de dimensionnement? Et une fois qu'on a établi ce juste nécessaire en matière de dimensionnement, on est, nous, industriels, soumis à une autre problématique qui est comment réagit mon procédé de production, quel qu'il soit, à tous ces facteurs d'influence qui l'environnent et qui vont venir faire perturber son fonctionnement. Et il va falloir être en mesure de maîtriser ces facteurs d'influence, de maîtriser leur conjonction, leur cohabitation, pour faire en sorte qu'on atteigne le niveau d'exigence requis, nonobstant tous les problèmes de variabilité qui environnent notre procédé industriel. Il faut imaginer cette complexité. Il y a des procédés industriels qui sont soumis à 4, 5, 6, 10 réglages, on va le dire comme ça. Mais il y a des procédés industriels, j'ai en tête par exemple les géotextiles, où on a 500 paramètres qui interagissent pour fabriquer un géotextile qui va être conforme à son cahier des charges pour pouvoir protéger les routes. Quand on fait un investissement sur une route, on n'a pas envie qu'elle soit déglinguée dans les 5 prochaines années. Et la qualité du revêtement de la route vient en partie de la qualité des couches qui sont dessous, et dont les géotextiles. Donc quand on a un procédé qui peut être influencé par 200, 300, 400 paramètres qui cohabitent en même temps pour fabriquer l'entité finale, vous comprenez bien que faire un plan d'expérience, ça va être très, très délicat, et faire des calculs ensuite sur ces données, si on était capable de les obtenir de façon analytique, c'est un autre monde. On a vraiment, on prend de plus en plus conscience que cette pluralité de facteurs qui interagissent pour permettre la production d'une entité sont très difficiles à manager. Donc, comment comprendre leur coexistence, leur interrelation, pour faire en sorte qu'on fabrique le plus conforme possible, le plus souvent possible.
Parce que ne pas respecter une exigence, qui serait une exigence fonctionnelle, mais ne pas la respecter, c'est mettre en danger la relation avec le client qui ne va pas être satisfait. S'il est dans l'avion, encore moins. Et surtout, quand on fait des rebuts, ben, on est aussi contre-productif en matière de sobriété. Donc, le vrai rêve, c'est de faire 0 rebut et de fabriquer des entités qui soient vraiment conformes à la fonctionnalité dont on a besoin. Voilà, donc, c'est des enjeux qui s'ouvrent devant nous. Vous voyez qu'on dépasse, et de très loin, les enjeux de la qualité au sens ISO 9001, j'y reviendrai tout à l'heure. Les enjeux devant nous, et grâce à ces nouvelles technologies, ils sont réalisables, on peut le faire, on peut réaliser cette sobriété, on peut réaliser l'atteinte du juste nécessaire, mais encore faut-il se donner maintenant les moyens, connaître les technologies et les mettre au profit de cette quête qui est la quête de sobriété. Alors là, vous trouverez en lien sous cette image d'alignement de planète, en fait, un article qui décrit un peu mieux ce que je viens de vous expliquer. En gros, tous ces facteurs, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 100 ou qu'il y en ait 500, parfois ils cohabitent, ils coexistent et ils vont avoir une action positive. Donc, c'est l'alignement de planète pour obtenir des entités conformes. Et c'est cet alignement qu'on va rechercher, c'est-à-dire, en fait, oui, comment coexistent mes paramètres pour fabriquer conforme. Mais des fois, cet alignement de planète, en fait, il va être délétère et c'est cet événement-là qu'on redoute parce que c'est lui qui va faire en sorte que notre production va partir en vrille et qu'on va fabriquer du non conforme. Donc, vous voyez que les deux modalités, les deux alignements de planète, je prends cet exemple des alignements de planète parce qu'il est très parlant. J'aurais pu parler des coefficients de marée très élevés quand le Soleil et la Lune sont du même côté de la Terre et moins élevés quand la Lune et le Soleil sont… voilà, ça ne fait pas les mêmes effets sur les marées. Ben voilà, il y a des alignements de planètes qu'on recherche parce que c'est comme ça qu'on produit conforme et il y a des alignements de planètes qu'on redoute parce que c'est comme ça qu'on va avoir des problèmes et ces alignements de planètes qu'on redoute, ben, il faut essayer de les voir arriver et quand on sait que cet événement risque d'arriver, on va pouvoir agir pour qu'il n'arrive pas. Voilà. Et l'autre, on va pouvoir agir pour qu'il soit maintenu. Voilà. Donc, c'est tous les enjeux des algorithmes de l'intelligence artificielle aujourd'hui. La différence entre l'époque d'avant et l'époque d'aujourd'hui, c'est que dans l'époque d'avant, on l'a vu, on est dans une époque dite opinion-driven, donc on a des connaissances empiriques et on est au qui peut plus pour le mieux, on est au pire des cas, enfin, on cale tout le plus serré possible pour que ça fonctionne. Et dans le monde d'aujourd'hui, on parle plutôt, les anglo-saxons parlent plutôt de fact-driven. En fait, grâce à toute la quantité d'informations qu'on peut accumuler facilement, donc en gros, on peut avoir des informations, si on veut, sur toutes les planètes qu'on veut. Certaines des planètes vont rentrer dans l'alignement, d'autres non, mais par défaut, on peut imaginer qu'on mesure toutes les planètes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des informations sur tous les facteurs en étant complètement naïf sur le fait que tel ou tel facteur interagisse. C'est l'algorithme qui va nous le dire. Donc on peut aujourd'hui aisément avoir beaucoup d'informations sur tous les facteurs, puisqu'on peut faire des acquisitions rapides grâce à l'IoT sur plein de facteurs en même temps parce que c'est moins coûteux. Dans le plein de facteurs en même temps, c'est le caractère variété du big data. On ne s'arrête pas à des mesures, par exemple, quantitatives. En big data, on peut aussi avoir des mesures qualitatives. La marque de la machine, le nom du fournisseur. Enfin, on va pouvoir traiter aussi des données de ce type-là dans les algorithmes, de manière à essayer de comprendre les alignements de planètes et de savoir si la marque du constructeur agit ou pas de façon positive ou délétère sur notre procédé. Donc ça, c'est la variété. On a évidemment une question de vélocité. Ça fait longtemps qu'on fait des calculs statistiques compliqués. Quand vous mettez une semaine et demie à avoir un résultat sur des données d'entrée, eh ben vous ne fabriquez pas Waze, par exemple, parce que Waze, quand vous le mettez en route dans votre voiture, vous voulez le résultat tout de suite, enfin dans les 30 secondes, allez, mais sûrement pas dans les 15 jours, sinon vous n'utiliseriez pas Waze. Donc Waze, en fait, il va être capable de calculer très vite des choses et prendre en compte très vite, pour peu qu'il y ait des utilisateurs sur les chemins que vous voulez emprunter, prendre en compte très vite des situations et vous avertir qu'il va falloir faire quelque chose. Donc cette vélocité, cette rapidité, cette capacité à détecter les événements qui se produisent en quasi direct, c'est une des grandes forces du big data. Voilà. Ça, c'est rendu possible par deux grandes révolutions technologiques. Un, la capacité de stockage des informations et la vitesse des machines, parce que les machines suivent la loi de Moore, donc les machines calculent de plus en plus vite. Et avec les ordinateurs quantiques, s'ils existent un jour,
beaucoup de gens sont très optimistes là-dessus, et tant mieux, vont aller encore plus vite. Donc, on a cette capacité à calculer très, très vite des choses qui mettaient très longtemps, il y a encore 15 ans. Et puis, on a aussi cette capacité de mettre des informations dans le cloud, donc, et de mettre à disposition des données à un endroit accessible par tout le monde. Là, je fais juste j'attire votre attention sur le fait qu'il y a rarement des entreprises qui travaillent toutes seules. Toutes les entreprises travaillent avec un écosystème de sous-traitants, de fournisseurs et autres pour produire des entités. Stellantis ne fabrique pas toutes les pièces de ces voitures. On va regrouper toute la supply chain pour fabriquer des voitures. Et ben, le cloud, c'est aussi la façon de communiquer entre les acteurs de l'entreprise étendue qui produisent la voiture, le robot ménager ou le robot tondeur, peu importe. Toute cette entreprise étendue va pouvoir dialoguer grâce au cloud. Et comme dit mon ami Jean-Marc Judic de Forestia, il dit, comme les données voyagent plus vite que les pièces, et ben cette capacité via le cloud et les outils de calcul, et donc cette interconnexion possible des machines entre des usines différentes qui concourent à la réalisation de la même entité, c'est rendu possible par cette technologie, c'est rendu possible par la vélocité, et ça va pouvoir nous faire des gains importants en matière de productivité. En tout cas, ceux qui vont le faire seront de toute façon plus forts que ceux qui ne le feront pas. Une machine qui, à l'autre bout du monde, serait capable de dire à une autre, attention, décale-toi un peu, parce que moi, je suis plutôt comme ça aujourd'hui et j'ai d'énormes difficultés à me corriger toute seule. Imaginez quel est l'avenir dans lequel vous faites ça, quoi. Enfin, quand les machines pourront se dire entre elles comment il faut qu'elles se situent, eu égard à ce qu'elles sont capables de faire aujourd'hui. Et évidemment, le quatrième V du big data, celui qui nous importe, nous, métrologues, c'est le V de la véracité des données. Et je vous rappelle bien sûr que toutes les mesures sont fausses. C'est-à-dire qu'il y a un acronyme en big data qu'on appelle GIGO, Garbage In, Garbage Out. Un algorithme, ça ne peut que vous faire confiance. C'est-à-dire qu'un industriel qui utilise un algorithme, l'algorithme lui demande, la seule chose qu'il lui demande, c'est ne me raconte pas de bêtises. Si tu me donnes des données d'entrée qui sont toutes pourries, alors moi, ce que je vais te raconter, je n'y peux rien, je n'ai aucune intelligence pour savoir que tes données ne sont pas de bonne qualité, ben, je vais te raconter n'importe quoi à la sortie, ce qui me paraît tout à fait évident. Et notre rôle de métrologue à nous, vous l'avez bien tous compris, c'est que ça va être d'améliorer la représentativité des mesures. C'est important parce qu'avant, on n'était pas obligé de le faire, parce qu'avant, on surexigeait. Aujourd'hui, on ne surexige pas puisque c'est l'algorithme qui va nous dire les alignements de planètes. Donc, c'est nous qui devons lui fournir des datas le plus fiables possible. Ça ne veut pas dire des valeurs justes, ça n'existera jamais. Les plus fiables possibles pour que les algorithmes nous racontent des choses qui ont le plus de sens possible avec la réalité. Donc, pour nous permettre d'atteindre des objectifs d'efficience dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire fabriquer bien et éviter les alignements délétères. Voilà. C'est vraiment notre rôle. Donc, il va y avoir une vraie mutation du rôle du métrologue. En tout cas, nous, on l'annonce depuis 2015 avec notre site Mesurons bien le Big Data. On est en 2022, ça fait 7 ans. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses dans le monde industriel, dans le monde des pratiques courantes. Mais la réalité, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde technologique et vous allez voir dans les mois et années qui viennent, il va y avoir une véritable explosion. Je suis bien convaincu que chacun d'entre vous, dans vos entreprises, vous avez déjà entendu parler de big data, d'intelligence artificielle, de digitalisation. Alors, on ne sait pas encore trop où, comment, pourquoi, mais on sait de toute façon que c'est en train de venir, c'est en train d'émerger. Votre rôle à vous de métrologue va changer, c'est certain. Sur ce slide, je vous donne, alors je ne vais pas pouvoir les détailler là, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vous donne des liens vers des documents qui vont vous expliquer ce que c'est un réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est simple, enfin, simplement, c'est très complexe, mais c'est le truc qui va permettre de reconnaître sur une photo qu'il y a une tête. Je vous rappelle qu'une photo sur une image, qui a un visage. Autrement, je vous rappelle qu'une photo pour un ordinateur, c'est que des 0 et des 1. Et ben, il y a des algorithmes qui sont capables, dans ce fatras de 0 et de 1, de dire, tiens, suivant une signature une signature donnée, entre les 0 et les 1, l'algorithme va dire, ben là, il y a un visage. Alors, bien sûr, cet algorithme, vous l'avez tous vu sûrement en œuvre sur Facebook. Quand vous publiez une photo sur Facebook, il vous entoure les visages des gens pour vous demander si vous les connaissez, ou pour vous proposer des noms, même parce qu'il les reconnaît. Donc, il peut même vous dire qui c'est. Mais cet algorithme, il va aussi vous aider, vous, à détecter des défauts pièces en ligne avec une caméra. Voilà. Alors qu'avant, et dans certains cas, on fait encore des contrôles visuels. On peut imaginer que ces réseaux de neurones vont être capables de donner un avis sur une pièce sans que, simplement, alors,
on ne va pas forcément lever les opérateurs, puisque l'algorithme va pouvoir dire bon, par exemple, et il va pouvoir dire doute, et là, c'est un opérateur qui va dire, au lieu de toutes les regarder, il va ne regarder que celles sur lesquelles il y a des doutes. C'est typiquement ce qui arrive aujourd'hui en radiologie, quand vous allez passer une IRM ou un scanner, il y a de plus en plus d'IA qui aident le radiologue, qui attire l'attention du radiologue vers telle ou telle partie de l'image, et c'est le radiologue qui va donner un avis, puisque c'est lui qui a la connaissance profonde du problème. Les random forest, c'est super intéressant. Malheureusement, le lien ne marche plus. Je l'ai testé ce matin, alors il marchait il n'y a pas longtemps. Il ne marche plus. Je vais essayer de vous le retrouver. On vous le fera passer ou vous nous le demanderez. Ça prouvera que vous aviez envie de le regarder. Alors, le random forest, c'est un truc absolument génial. C'est que vous voyez un phénomène dans lequel j'aurai par exemple 200 facteurs d'influence. Donc, imaginez un grand tableau Excel avec 200 facteurs d'influence, donc 200 colonnes. Dans chacune des 200 colonnes, il y a plusieurs valeurs possibles. Une température dans une colonne, ça peut prendre plein de valeurs possibles, une pression, une vitesse, un diamètre de pièce, enfin n'importe quoi. Donc dans chacune de ces colonnes, il peut y avoir plein de modalités, plein de valeurs possibles. Et à la fin, eh ben, quand on fait du big data, quand on a beaucoup de data sur les entités, eh ben, si on est capable de collectionner pour une entité donnée les 200 informations des 200 colonnes et qu'on est capable de dire si cette entité est conforme ou pas conforme, en fait, les random forest vont juste aller regarder les combinaisons qui donnent conforme et les combinaisons qui donnent pas conforme. Alors imaginez la multitude de combinaisons possibles. Donc c'est pas un cerveau humain qui va être capable de voir comment cohabitent les 200 paramètres pour que ça marche, pour que ça marche pas. Ça c'est un algorithme qui va faire ça. Vous comprenez évidemment qu'il repose sur du big data parce qu'il faut plein d'informations sur toutes les entités ou sur un grand nombre d'entités. Mais une fois qu'on a ça, on va être capable de dire oui, non. Et ça c'est vraiment intéressant. On a un exemple chez Pfeiffer Wacom, on a déjà publié dessus, dans lequel on n'était pas capable de dire si les entités étaient à coup sûr conformes. En revanche, si toutes les entités étaient conformes, en revanche, on était capable de dire avec certitude que suivant certaines configurations, les entités étaient conformes. Et quand on est capable de dire ça, et ben du coup, il y en avait la moitié des pièces qui ne passaient plus au contrôle parce qu'on savait qu'elles étaient bonnes et on triait l'autre moitié des pièces. Donc, on a simplement divisé par 2 le temps de passage au contrôle puisqu'on traitait 2 fois moins de pièces. Ça, c'était grâce à un algorithme qui s'appelle Random Forest. Il y a un autre algorithme qui s'appelle Hypercube qui est assez génial aussi. Il y a un lien qui fonctionne sur celui-ci, donc vous pourrez aller regarder comment ça fonctionne. Je ne vais pas pouvoir le détailler ici, mais c'est toujours le même principe. J'ai plein de facteurs qui cohabitent en même temps. Des fois, ça donne du conforme, des fois, ça donne du pas conforme. Et là, je vais aller regarder les situations dans lesquelles j'ai le maximum de conforme. Et ces situations-là vont permettre de me dire quelles sont les variations possibles concomitantes des facteurs d'influence pour qu'on ait que du conforme. Voilà. En gros, ça se résume par une série de compteurs où on dit sur les 200 facteurs, il y en a 50 qui sont influentes. Et pour qu'on ait du conforme, il faut que les 50 soient dans des plages de variation données concomitamment. Donc, quand les 50 sont toutes ensemble sur les plages de variation données, alors on peut dire qu'on fabrique du conforme. Voilà. C'est assez révolutionnaire comme approche. C'est assez sympa. Ce n'est pas forcément la plus efficiente parce que forcément, quand on fait ça, on a plein de combinaisons qui donnent du conforme mais qu'on n'a pas dans les cadrans parce que il y a des combinaisons qui sortent, qui font du conforme, mais que les cadrans pourraient voir non conforme parce qu'ils ne sont pas dedans. Voilà. Moi, j'ai envie de vous parler d'un quatrième algorithme qu'on appelle Rivilent. Alors en 2015, je l'ai dit tout à l'heure, on avait édité un site qui est toujours en ligne, Mesurons bien le big data, dans lequel on avertissait les métrologues sur les révolutions en cours et sur le rôle des mesures dans le nouveau monde, donc dans l'industrie 4.0. Et en 2022, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on travaille alors avec 2 sociétés partenaires sur un algorithme qui s'appelle Rivilent. Donc, vous voyez la signature de marque, et No Process is Unpredictable. C'est un algorithme qui va essayer d'exploiter toutes ces informations multiparamétriques pour essayer de voir quand est-ce que ça va bien et quand est-ce que ça va pas bien. Je ne vais pas vous faire une démo aujourd'hui de cet algorithme, mais imaginez une pièce qui serait constituée, comme je le montre ici, de 2 alaisages φ1, φ2, et on est intéressé par 3 paramètres sur cette pièce, le diamètre 1, le diamètre 2 et la longueur, là, hors tout des deux diamètres. Hein. Imaginons que ce soit ces 3 codes fonctionnels. Donc là, en symbolique, mes points jaunes, c'est les valeurs vraies que je ne connaîtrai jamais. Nous, on n'a accès qu'aux points bleus, c'est-à-dire le réel déformé par la mesure. Alors, ce qu'on veut, c'est que la mesure ne déforme pas trop le réel, c'est ce qu'on essaye de faire avec le BMR, mais restons tout de suite sur ce qui est jaune. Si vous regardez
simplement le diamètre 1 tout seul dans ces tolérances, ben, vous voyez des choses. Si vous voyez le diamètre 2 tout seul dans ces tolérances, vous voyez des choses. Si vous voyez la longueur L1 toute seule dans ces tolérances, vous voyez des choses. Notamment si ces trois-là sont conformes en même temps. En revanche, si vous les regardez simultanément, c'est-à-dire que si je regarde la tolérance, enfin, la valeur de l'alésage 1, alors j'ai mis localisation là, c'est une erreur, et la tolérance sur cette longueur L1. Si je les regarde en même temps, et ben, quand les deux paramètres que je regarde sont décorrélés, c'est-à-dire s'ils n'ont aucune covariance entre eux, s'ils n'ont aucune relation entre eux, alors en normalisant les échelles, on va avoir une tâche. Et il faut que, donc la tâche, chaque point jaune, c'est un point qui est matérialisé par le diamètre phi1 de cette entité-là et la longueur L1 de cette entité-là. Comme j'ai fabriqué plein d'entités, j'ai plein de points jaunes, et donc la conformité de ma pièce, c'est quoi? C'est si je mettais mes points jaunes sur un repère, là comme ça, sur un plan à 2 dimensions, eh ben, je veux que tous mes points jaunes soient dans le carré ou dans le rectangle, matérialisés par les tolérances sur la localisation et les tolérances sur l'alésage. C'est ça la conformité de ma pièce. Voilà. Et quand les deux paramètres sont indépendants, phi1 et L1 ou phi2 et L1, alors je vais avoir une tâche qui ressemble à ça. Et mon taux de non-conformité, c'est le nombre de points jaunes qui vont sortir du rectangle des tolérances. Voilà. Donc, j'ai un autre slide pour vous expliquer un peu mieux. Quand, en fait, vous fabriquez phi1 et phi2 dans un procédé industriel, alors c'est un exemple mécanique, mais dans tous les procédés industriels, on a des phénomènes qui ressemblent à ça. Si je fabrique cette pièce-là sur un procédé industriel, je vais utiliser un alésoir si la tolérance de phi1 et phi2 est faible. Et donc, je vais utiliser le même alésoir pour phi1 et pour phi2. Autrement dit, phi1, il a le droit de varier dans ses tolérances. Phi2, il a le droit de varier dans ses tolérances. Mais je vais regarder, si je regarde phi1 et phi2 en même temps, ben, je vais me rendre compte que je n'ai plus une tache jaune, mais j'ai une ellipse. J'ai une ellipse, pourquoi? Parce que phi1 et phi2 sont fonctionnellement, sont naturellement très proches l'un de l'autre parce qu'ils ont été fabriqués au même moment avec le même alésoir. Alors certes, l'alésoir s'use, mais il ne s'use pas de façon significative entre les deux alésages. Donc cette covariance qui existe entre phi1 et phi2, en fait, va se matérialiser, va se représenter par une ellipse sur un plan à 2 dimensions. Et nous, là, j'attire votre attention, regardez ce point conforme qui est à droite, là, il est signalé, un point conforme mais aberrant. Ce point qui est tout seul, il est en dehors de l'ellipse et pourtant il est conforme. Il est bien dans la tolérance que j'ai le droit d'avoir pour l'alésage 2, il est bien dans la tolérance que j'ai le droit d'avoir pour l'alésage 1, mais ce point-là me montre que j'ai un problème parce qu'il viole en quelque sorte la relation qui doit exister entre phi1 et phi2. On pourrait imaginer que ça arrive si j'ai changé mon alésoir entre phi1 et phi2, par exemple. C'est-à-dire sur ce coup-là, j'ai changé mon alésoir, mais les coups d'après, eh ben, mon ellipse jaune va se déplacer autour de la nouvelle, enfin, va prendre une autre forme parce que j'ai changé d'alésoir, donc ça va se mettre à bouger autour de ce nouveau point et non pas comme avant autour des anciens points. C'est important de comprendre ce fait qu'un point qui sort de cette ellipse matérialise un événement inattendu sur mon procédé de production. Alors, je ne vais pas rentrer dans des stats et dans des maths. Cette ellipse, elle est définie par ce qu'on appelle une matrice de variance-covariance. Ici, cette matrice de variance-covariance, elle a 2 dimensions parce qu'elle a le diamètre 1 et le diamètre 2, mais je peux très bien avoir une matrice de variance-covariance à 3 dimensions si je rajoute la distance L1. Alors, je le fais difficilement à l'écran, je ne me suis pas embêté à vous le montrer, mais vous imaginez bien que si je rajoute L1 sur un axe Z, bah, du coup, je n'ai plus une ellipse, mais je vais avoir un truc qui va ressembler à un ballon de rugby ou à une forme un peu bizarre, parce que j'ai maintenant 3 dimensions, mais j'ai toujours un seul point jaune qui a 3 dimensions, et l'espace de bon fonctionnement va être matérialisé par un truc qu'on appelle un ellipsoïde. Et de la même façon, si j'ai un problème qui se passe sur phi1, sur phi2 ou sur L1, alors mon point va sortir de cet espace de bon fonctionnement et va être capable de m'alerter sur, tiens, il est en train de se passer un problème quelque part sur mon procédé. C'est important de comprendre ça. Si je suis passé de 2D à 3D facilement, et bien maintenant, il va falloir faire une petite gymnastique intellectuelle en se disant qu'il se passe la même chose si je rajoute une 4e dimension, une 5e dimension, une 10e, une 20e, une 100e, une 200e, une 1000e dimension. Je peux exactement avoir la même chose, ou voir la même chose, entre guillemets, pour voir dans un espace multidimensionnel, on appelle donc ça un hyperespace, qui va prendre en compte toutes les colonnes du tableau Excel dont je parlais tout à l'heure, qui va définir un espace de bon fonctionnement sur les 200 colonnes du tableau Excel dont je parlais tout à l'heure,
qui va donc avoir une ellipse, une forme bizarroïde que je ne verrai pas avec mes yeux, parce que moi, avec mes yeux, je peux voir que 3 dimensions, mais je vais quand même avoir les mêmes phénomènes. S'il y a une anomalie qui arrive dans le procédé, mon point va sortir de l'espace de bon fonctionnement, et cette sortie du point va me donner des informations sur quelle est l'anomalie qui est en cours de réalisation. Imaginez que mon alésoir est en train de s'user, et ben, je reviens en 2D, vous comprenez aisément que l'alésoir s'use, donc Φ1 et Φ2 vont sortir de l'ellipse dans une direction qui est matérialisée, enfin qui s'explique, parce que Φ1 et Φ2 diminuent en même temps. Donc comme Φ1 et Φ2 diminuent en même temps, mon point jaune va sortir de l'ellipse suivant une direction, et cette direction, en fait, elle est propre à cette problématique en cours, à savoir l'usure de l'alésoir. Ben, toutes les anomalies qui vont intervenir sur un procédé de production vont avoir une signature de ce type-là, un problème de matière première, un problème d'environnement qui change, un réglage qui change, je ne sais quoi, va avoir une signature de ce type-là. Donc, le point va sortir de l'espace de bon fonctionnement dans une direction alors, qui est dans un hyperespace qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais cette direction-là, on sait la calculer mathématiquement et on sait dire aux experts du procédé, tiens, il est en train de se passer un truc, et ce truc fait que Φ1 et Φ2 diminuent en même temps. Et c'est l'expert du procédé qui va nous dire, si Φ1 et Φ2 diminuent en même temps, alors ça vient de l'usure de l'alésoir. Et c'est pour ça qu'on parle, nous, sur l'algorithme Trivalent, d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on va donner des informations sur la base des résultats de mesure qu'on obtient, quel que soit le nombre de dimensions, à des gens qui ne peuvent pas les intégrer dans leur cerveau. On ne peut pas le voir, ce phénomène, quand on a un tableau Excel avec des dizaines de milliers de lignes et des dizaines de colonnes. Par contre, en traitant les données, on va être capable de leur dire, tiens, il se passe un truc. Et imaginez bien qu'une fois qu'un phénomène s'est produit et qu'on a compris d'où il venait, qu'on a enregistré sa signature, qu'on sait comment il sort, dans quelle direction il sort par l'hyperespace, ben, quand il se reproduira, on saura dire tout de suite ce qu'il faut faire pour corriger le problème. Et là, en l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est changer l'alésoir. Voilà. Donc, cette signature va nous permettre de devancer le problème. Alors, ça, la signature, il faut comprendre qu'il y a deux événements. Soit c'est une dérive monotone, comme c'est le cas ici, alors c'est facile. Soit c'est un choc. Bon, un choc, c'est comme tout à l'heure, je le disais pour les instruments. Personne ne va pouvoir le prévoir et donc on va le subir. Mais au moins, ce choc, c'est aussi une sortie de l'espace de bon fonctionnement. Et avec cette analyse, on sait dire qu'est-ce qui a été choqué. On ne sait pas dire à quand aura lieu l'accident, mais on sait dire voilà ce qui s'est passé, maintenant voilà ce qu'il faut faire. Donc on va interagir très rapidement. Je parlais de vélocité tout à l'heure. Si les données arrivent de mon procédé en flux réel, et ben en flux réel, je vais pouvoir voir apparaître ces problèmes. Voilà. Donc je voulais vous dire deux mots sur cet algorithme qui est notre prochaine surprise 2022 pour Delta Mu, puisque nous avons la conviction que les métrologues ont un rôle immense à jouer dans cette partie data science, big data, intelligence artificielle. On va essayer de vous entraîner avec nous parce que c'est notre vrai rôle. Notre rôle, ce n'est pas un rôle de colleur de gommette. Notre rôle, c'est améliorer la performance des procédés industriels grâce à des mesures plus fiables. Oui, je ne les ai pas montré ici, mais vous avez compris que les points bleus, là, le BMR a pour objectif de les ramener le plus proche possible du point jaune pour qu'on voit le plus vite possible une anomalie sortir de l'espace de bon fonctionnement. C'est bien ça tous nos objectifs. Et j'espère que l'IA va détromper Einstein. Sûrement que vous connaissez cette citation. Alors, j'ai enlevé la dernière partie, parce que la dernière partie, Einstein disait, ici, il n'y a rien qui marche et on ne comprend pas pourquoi. Et ben moi, j'espère bien que grâce à l'IA, il n'y a plus rien qui ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on comprendra les phénomènes qui font que des fois, ça ne marchait pas. Einstein n'a pas connu l'intelligence artificielle. Il aurait sûrement été très fort avec ça. Mais nous, on a cette chance d'en disposer. Et cette nouvelle capacité à analyser les données en grand nombre, multifactoriel, ça va nous permettre peut-être de contrarier, de contredire notre ami Albert Einstein, pour lequel j'ai évidemment beaucoup de respect. Voilà. Alors, je finirai juste en vous disant que notre heure est venue. Ce matin, avant de préparer le PowerPoint, je me suis dit, tiens, je vais aller taper le mot qualité et image sur Google. Et voilà ce qui ressort. Donc, vous voyez, en fait, au XXe siècle, le mot qualité, il est associé à quoi? Globalement, mais vous le savez, à normes, procédures, audit. Voilà. Il faut le certificat, il faut l'estampille, c'est la norme qui le dit, il y a des auditeurs qui viennent et il faut suivre les procédures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'audit, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les normes, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'auditeurs, mais le mot qualité est directement associé au terme procédure, audit, garantie, voilà. Fiabilité, on le trouve, hein. Je n'ai pas exclu certains mots exprès, mais vous connaissez les mots-clés
et cette représentation graphique sous la forme des occurrences des mots qui reviennent quand on lance un concept. Et bien moi, je vous propose que pour la qualité du XXIe siècle, ce n'est plus, là encore, vous avez un lien vers un article qui avait été écrit il y a très longtemps, celui-là, mais qui est toujours d'actualité. Je pense que notre heure est venue à nous de participer à la qualité du XXIe siècle. Et la qualité du XXIe siècle, c'est quoi? C'est atteindre le juste nécessaire. Voilà. C'est sortir du monde surdimensionné pour aller vers le juste nécessaire. Ce qu'on veut, c'est que l'avion atterrisse. Ce qu'on veut, c'est que le bouchon fonctionne. On ne veut pas qu'on soit sûr à 10 milliards % que machin, parce que c'est trop coûteux, ce n'est plus possible. Certes, le risque sera moins élevé sur des pièces critiques que sur des bouchons de stylo, mais notre objectif à nous, industriels, c'est d'atteindre ce juste nécessaire pour viser à quoi? Ben pour viser à la sobriété, dont je vous ai dit que je l'associe avec le terme efficience et avec le terme juste nécessaire. Pour moi, c'est la même chose, mais c'est nos vrais enjeux du XXIe siècle. Donc, très bien pour le XXe siècle, ça nous a permis d'arriver aujourd'hui. Maintenant, il faut regarder devant. Il est bien évident que les choses vont changer, que le monde change, que les objectifs de tout le monde changent et que ce référentiel ISO 9001 qui nous a permis d'en arriver là, eh ben, il va évoluer. Alors, soit lui-même évoluera vers quelque chose qui intégrera la sobriété et l'efficience, soit il n'évoluera pas, il périclitera, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de travail devant nous. Justement, l'heure des métrologues est venue parce que tout le travail est devant nous et tout reste à faire. Voilà. Donc, pour ceux d'entre vous, très probablement, puisqu'on a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens, souffrent d'un manque de reconnaissance. Parce que quand on est métrologue, oui, je sais, on vient de voir que la veille des audits, ou que quand il y a un problème, ou que quand il y a un machin. Le vrai rôle du métrologue et la vraie reconnaissance du métrologue dans l'entreprise du futur, dans l'industrie 4.0, c'est d'être un élément clé, un pilier de l'équipe de data scientist qui, elle, va tenter de comprendre via ses algorithmes le comportement des procédés pour tendre vers le juste nécessaire. Et sans le métrologue 21e siècle, sans le smart métrologue, j'ai envie de l'appeler comme ça, puisque depuis 2015, on avait conclu comme ça avec Laurent Leblond le livre que vous connaissez probablement sur la smart métrologie, celui qui a engagé cette démarche. On avait conclu que le métrologue était un élément clé de l'équipe de data scientist parce que c'était lui le garant de la fiabilité des données pour éviter le gigot dont je parlais tout à l'heure, garbage in, garbage out, où tout le monde se fait taper sur les doigts. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout ça et qu'on a fini ces webinaires, je suis presque dans le timing. On va écouter vos questions évidemment. Celles auxquelles on ne répondra pas à l'oral aujourd'hui, on y répondra par écrit dans notre blog. Mais je vous invite aussi, et ça c'est important pour toute notre communauté et pour tout le monde, si vous avez dans vos entreprises entendu parler de projet data, projet IA, projet digitalisation, qu'est-ce que c'est, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est venu, vous, en tant que métrologue, vous solliciter pour avoir des données ou je ne sais quoi, eh bien, sachez qu'on peut vous accompagner à la fois auprès des membres, des personnes de vos entreprises qui se posent ces questions-là, mais on peut aussi vous aider avec l'algorithme qu'on est en train de mettre au point, qui est d'ores et déjà présentable et qu'on peut déjà tester sur des données à vous. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des datas, on sera très content de vous aider à essayer, enfin, à mettre notre algorithme à l'épreuve de vos datas, dans un premier temps sous forme de POC. Nous, on a besoin aussi d'apprendre des choses sur vos datas industrielles, d'apprendre comment aider les métrologues à faire parler des datas industrielles, et on sera très content de vous proposer ce service, à savoir faire des tests de notre algorithme sur vos données. Voilà Marie, je vais te relaisser la main. Je vais couper mon... Je te remercie Jean-Michel. Effectivement, il est déjà 12h10, donc on va laisser place à quelques questions. On a eu pas mal de questions au début de ton intervention, Jean-Michel, notamment sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage. Ça tombe bien, c'est notre dada, on en a déjà beaucoup parlé. Donc j'ai répondu à certaines d'entre elles en cours de webinaire. Là, j'en ai eu une nouvelle où on nous demande si une norme donne une périodicité de 1 an pour les mesures à faire, autrement dit un étalonnage. Alors bon, il faudrait préciser parce que de quelle norme il s'agit. Peut-on adapter face à un auditeur une méthode qui réalise un suivi par des autotests plutôt qu'un étalonnage d'année en année? Alors déjà, la première chose, c'est en général, dans 99,9% des cas, toutes les normes sont d'utilisation volontaire. Je l'ai dit au cours du webinaire, le DIS2, je crois, c'est ça? Oui, le DIS2.
Toutes les normes sont d'application volontaire, c'est écrit sur la page de garde, enfin dès les premières pages. Donc voilà, donc, elles sont d'application volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de suivre la norme, puisqu'elles sont d'application volontaire. Mais, si un client me dit, je vous confie ce travail si vous respectez telle norme, fin de l'histoire. Si j'accepte la commande, ça s'appelle une revue de contrat, une revue de commande. Si j'accepte cette exigence, alors je suis contraint de faire tous les ans. C'est aussi simple que ça. Si le COFRAC, je veux me faire accréditer par une méthode d'essai et je dis au COFRAC que je vais être accrédité suivant la norme Tartampion pour telle méthode d'essai, si dans la norme Tartampion, il est écrit qu'il faut faire ça, je n'aurai pas le choix. La seule chose que vous pourrez faire, c'est à la prochaine révision quinquennale, toutes les normes sont révisées normalement tous les 5 ans. Enfin, il y a une enquête d'opportunité sur la révision tous les 5 ans, c'est obligatoire. Eh bien, vous répondez qu'il faut la réviser, et dans la norme, vous essayez dans la révision de faire valoir qu'un an, c'est bête. Alors, je partage ça du fond du cœur. Un an, je le redis, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Je ne vois pas le rapport avec les instruments de mesure utilisés dans cette norme. Mais il peut y en avoir un qui m'échappe. Eh ben, la révision de la norme pourrait conduire à lever l'obligation. Mais tant que c'est écrit dans la norme, et si vous vous êtes engagé à respecter la norme, vous êtes obligé à faire un an. Ça, c'est la fin de l'histoire. Je crains de ne pas pouvoir répondre autrement. Sauf à négocier dans la revue. Ça sert à ça, hein, les revues d'offres, les revues de contrat. Ça sert à négocier, c'est-à-dire on dit à son client, oui, je veux bien appliquer cette norme, mais dans cette norme, il y a une exigence qui est très coûteuse, qui ne sert à rien. Je peux vous le démontrer parce que je fais des cartes de contrôle. Donc, si vous me faites une dérogation à cette obligation, alors ben voilà, bon, ben là, c'est un accord entre les parties. On a de la chance de ce point de vue-là. Un boucher imprimeur, il ne peut pas faire ça avec la métrologie légale. Lui, il a une date, c'est obligatoire, point, fin de l'histoire. Là, on peut encore déroger, négocier, mais il faut négocier. Ok. Une dernière question, peut-être, c'était alors plutôt sur les étalonnages. On nous demande, est-ce qu'on prend en considération l'incertitude de mesure des étalons lors de la vérification ou lors d'un étalonnage? Je vais être véhément, encore une fois. Je suis connu pour ça. Donc. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne fait encore pas d'étalonnage. En tout cas, pas d'étalonnage comme il faut. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait ah ouais, quand même, dans ce que j'ai compris, là, il faudrait augmenter le nombre de points. Alors déjà, moi, je ne dis pas qu'il faut augmenter le nombre de points d'étalonnage. Je dis juste que les points d'étalonnage qu'on a observés ne permettent en aucun cas de dire par eux-mêmes, comme ça, de façon déterministe, quelle est l'erreur la plus grande de l'instrument de mesure. D'ailleurs, je réponds à la question après, hein, Marie, ceux qui ont inventé les EMT, j'en parle beaucoup dans le DS2, si ma mémoire est bonne, c'est le DS2 hein, ou le DS3, peu importe, ceux qui ont inventé les EMT, c'est les erreurs maxi tolérées, ce sont les gens de la métrologie légale. Et les gens de la métrologie légale, ils n'ont pas dit que c'était les erreurs des balances ou les erreurs des pompes à essence. Ils ont dit que c'était les erreurs maxi qu'ils observaient au moment de l'étalonnage sur les points fixés par le décret, d'accord, qui devaient être inférieurs à des limites. Voilà. Et ces erreurs qu'ils observent au moment de l'étalonnage, ce ne sont pas les erreurs d'instrument. Ce sont les erreurs de l'instrument et toutes les erreurs qui se sont glissées dans la mesure qu'on réalise au moment de l'étalonnage. Donc, c'est tout cet ensemble des erreurs qui doit être plus petite que le MT. C'est la métrologie légale. Nous, en métrologie industrielle, on doit parler de risque et on doit parler de fiabilité des mesures. Si je veux parler de risque, je suis obligé de prendre en considération deux dimensions des erreurs. Il y a des erreurs qui sont de type systématique et il y a des erreurs qui sont de type aléatoire. Et non pas des erreurs qui sont de type A et des erreurs qui sont de type B. Et les erreurs ne sont pas ni de type A ni de type B. Elles sont systématiques ou aléatoires. Type A ou type B, c'est la façon d'évaluer les écarts types de la partie aléatoire des erreurs. Ce n'est pas deux types d'erreurs différents. C'est l'évaluation d'un écart type. L'erreur, elle est scalée et on évalue son écart type d'une manière ou d'une autre. Bon. Eh bien, quand je calcule des risques, le comportement des effets systématiques n'ont rien à voir en termes de conséquences avec le comportement des effets aléatoires. Voilà. Donc, dès que je veux calculer des risques, je suis obligé de distinguer la part systématique de la part aléatoire. Voilà. Je ne peux pas tout mettre dans le même bazar. C'est bon pour faire de la soupe, mais ce n'est pas bon pour faire des mesures. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Mais comme ça surmarche, tout le monde croit que ça marche et on continue. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le VIM en 2008. 2008, il y a 14 ans, qui nous dit qu'un étalonnage, ce n'est plus simplement faire 4 points ou 5 points et prendre la plus grande des écarts qu'on a vus dans le tableau. Voilà. Enfin, je ne dis pas qu'il faut faire 100 points. Je dis qu'il faut traiter ces 4 ou 5 points de façon statistique pour faire ce que le VIM demande, à savoir, dans une phase 2, une étape de modélisation. Donc, on doit essayer de modéliser la part systématique de l'instrument de mesure qu'on pourra corriger et la part aléatoire qu'on va inexorablement subir.
Donc pour moi, un étalonnage, c'est déjà une modélisation avec une équation de correction ou pas. S'il n'y a pas d'équation de correction, pas de problème. S'il y a une équation de correction, il faut aussi l'incertitude sur la correction. Et une partie aléatoire qu'on ne va pas pouvoir corriger et qu'on va subir. C'est déjà la première chose. Bon. Et dans cette modélisation, et maintenant je réponds à la question, on est obligé évidemment de tenir compte, au moment de la modélisation, des erreurs qui se produisent quand on fait les mesures. Et il y a effectivement des erreurs qui se produisent sur les X, c'est-à-dire sur les valeurs étalons. Quand j'étalonne une balance avec des masses, je ne connais pas parfaitement mes masses. Donc j'ai une incertitude sur X. Très bien. Donc j'en prends en compte, c'est une incertitude sur X. Et ensuite, quand je fais mes mesures, j'ai des effets de répétabilité, j'ai des effets de conditions environnementales qui ont un impact sur les Y. D'ailleurs, un impact sur les X aussi, ça crée des covariances parce que c'est les mêmes conditions atmosphériques. Bon, eh ben, j'ai une incertitude sur les X, j'ai une incertitude sur les Y, et la modélisation dont je viens de parler, elle va tenir compte de ça pour savoir si ce que je vois, c'est bien lié à l'instrument de mesure ou est-ce que c'est une mauvaise conjonction de mes propres erreurs d'étalonnage. Et donc, je vais pouvoir conclure s'il y a une correction ou s'il n'y a pas une correction grâce à ça. Et je vais pouvoir déterminer l'incertitude sur la correction grâce aux incertitudes sur les X et sur les Y. Depuis 2008, le VIM demande ça. 2008. En 2010, on a réuni à ma demande, dans le cadre du Collège français de métrologie, un groupe de travail qui a édité un guide sur la modélisation des résultats d'étalonnage. Voilà. Donc, je vous renvoie vers le CFM et les publications du CFM. C'est VIM 3, nouvelle, je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Ça il a dû être édité en 2011-2012. On a édité un logiciel MCare qui est gratuit, diffusé gratuitement par le Collège français de métrologie. Il y a un autre logiciel qui s'appelle RegPoly, qui est distribué gratuitement par le LNE, qui fait la même chose. Enfin, je pense qu'MCare fait plus que RegPoly, mais c'est un avis forcément un peu subjectif. MCare, c'est nous qui l'avons développé, et je sais ce qu'il y a dedans, et RegPoly, je ne l'ai pas regardé dans tous les détails. Donc, je laisse les spécialistes se poser ces questions-là et regarder ce qu'il en est. Et donc, on a tous les moyens pour faire cette modélisation qui tient compte effectivement de ces incertitudes, pour non pas déclarer la conformité, parce que c'est souvent ça la question, à une spécification qui est souvent arbitraire. Voilà, c'est la norme dit, ouais, mais la norme n'est pas faite pour vous, elle est faite pour ceux qui l'ont écrit. Si je me limite à l'étalonnage, le guide détaille tout ce qu'il faut faire pour prendre en compte tout ça et faire un véritable étalonnage digne de ce nom. Moi, je suis juste encore stupéfait que 14 ans après l'édition du VIM, même le COFRAC ne se soit pas saisi de cette question. Parce que pour moi, un étalonnage n'a pas de sens tant qu'il s'agit d'avoir 4 pauvres valeurs dans un tableau, puisque mon instrument, il ne fait pas que 4 valeurs, il en fait 100 000, et je ne vois pas comment je peux savoir des choses quand j'en ai que 4. Et surtout si on ne me dit pas s'il est de type systématique ou s'il est de type aléatoire. Et je vous le dis tout de suite, le seul qui peut le dire, c'est le laboratoire d'étalonnage. Ce n'est pas celui qui regarde le PV. Parce que quand vous voyez sur un PV un truc qui pourrait ressembler à un effet systématique, si ça se trouve, ça vient des covariances qui existent dans le laboratoire d'étalonnage lui-même. Et le seul qui connaît les covariances qui existent quand il fait un étalonnage, c'est le labo, c'est pas vous. Donc c'est impossible de savoir à la lecture d'un certificat d'étalonnage quelle est la correction qu'il faut faire et l'incertitude associée. Il n'y a que celui qui fait l'étalonnage qui peut le faire. Si c'est un étalonnage interne, ben, je vous invite à regarder ce qui se passe. On a fait ça récemment, Marie, tu peux en témoigner pour Siemens, par exemple, sur une question de débimétrie. Et voilà. Et si c'est un étalonnage externe, comme c'est vous qui payez, ben, tapez du poing sur la table, ça ne fera pas de mal, parce que ça réveillera certains. Alors c'est vrai que c'est un sujet intéressant sur lequel on a souvent des questions et qui pourra, on va en discuter avec Jean-Michel ou avec d'autres membres de l'équipe, qui pourra faire l'objet aussi d'un nouveau webinaire. Vous avez consulté lors de précédentes éditions sur les sujets qui pourraient vous intéresser pour être les thématiques qu'on retiendrait pour les prochains. Sur le second semestre. Donc, n'hésitez pas. Je pense que je vous consulterai soit par les réseaux, soit par mail. Je ferai un petit article là-dessus. En tout cas, le prochain, c'est le 9 juin sur la maîtrise de la dérive des instruments de mesure, comment anticiper l'usure, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Celui-ci sera animé par Reynald Giraud, que certains d'entre vous connaissent puisque c'est notre responsable support. Donc en attendant, n'hésitez pas, hein, on est à votre disposition si vous avez des remarques, des retours ou des nouvelles idées pour alimenter les prochains webinaires. Merci à tous et à très bientôt. Et surtout en route pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous contacter
ou si s'il y a des projets chez vous, nous maintenant, on est effectivement à la recherche, je l'ai dit tout à l'heure, de data pour démontrer le rôle du métrologue et la performance de ces algorithmes dans un contexte industriel pour tendre vers la sobriété. C'est le sujet d'actualité. Voilà, il y a deux grands sujets, sobriété, métaverse. Sur métaverse, on vous en parlera plus tard. On a aussi un énorme projet là-dessus pour la formation des jeunes, mais c'est encore un peu tôt pour en discuter. Ça fera peut-être l'objet d'un webinaire quand on aura avancé sur le thème. Voilà, ben, à bientôt tout le monde, bon appétit. Et puis si vous avez des datas, on est preneurs et on se retrouve autour de vos datas pour comprendre vos procédés. À très bientôt. Merci, au revoir.